Donc, là, vous le voyez, malgré qu'il y a peut-être beaucoup de choses là, sur l'écran, mais est-ce que vous voyez quand même Ouais, vas-y comme ça, c'est correct. Oui, OK, parfait. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe présentement, surtout, on peut dire que côté syndrome métabolique qui amène la maladie cardiovasculaire, c'est certain qu'il y a seulement 7% des Américains, mais des Américains qui ont une bonne santé cardiovasculaire, cardio-métabolique, qu'on pourrait dire. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 93% des gens qui souffrent de maladies cardio-métaboliques, ce qui est énorme. Donc, c'est vraiment un problème, non pas seulement, c'est vraiment quasiment rendu un problème de société. Puis ça arrive, ben, tu sais, je veux dire, il y a multiples causes à tout ça, puis on va en discuter un peu ce soir. Donc, si on regarde, tu en as parlé un peu tantôt de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, elle est reliée à énormément de problèmes de santé. Donc, qu'on parle de diabète, qu'on parle de cancer, qu'on parle du syndrome des ovaires polykystiques, qu'on parle de foie gras, qu'on parle de maladie cardiaque, d'hypertension artérielle, d'Alzheimer, de migraine, dysfonction érectile, des neuropathies, de l'obésité, la base de toutes ces maladies-là, ça commence par de la résistance à l'insuline. Donc, si on continue un peu plus loin, qu'est-ce que ça fait dans le fond, l'insuline? Il faut considérer l'insuline comme étant une hormone, tout comme les autres hormones qu'on a dans notre corps. Puis l'insuline, ben, il faut l'avoir un peu comme ce petit bonhomme-là qui prend le sucre qu'on va prendre dans notre alimentation, qui se promène dans nos vaisseaux sanguins. Puis vraiment, elle va pousser ce sucre à se rendre dans les cellules des différents organes, que ce soit dans le foie, dans le muscle. Mais c'est sûr qu'on peut aussi faire avec ce sucre-là du gras, puis ça peut aussi être transformé en ce qu'on appelle des triglycérides, qui sont les gras qui, pour moi, sont les plus dangereux pour notre santé. Donc, l'insuline, vraiment, elle est super importante pour effectivement faire la gestion de ce sucre-là. Puis lorsqu'elle n'est pas là, ben là, c'est sûr que quand il y a une résistance à cette insuline-là, c'est sûr que là, les problèmes de santé vont s'enclencher. Donc, mais on va commencer aussi par parler un peu de périménopause, ménopause. Je vais passer, il y a certaines choses que je vais faire un peu plus vite parce que Yann me dit qu'il fallait que, tu sais, j'avais quand même 20-25 minutes, donc il faut que je fasse ça un petit peu rapide. Puis, c'est un sujet pour lequel je pourrais passer des journées à parler. Donc, si on regarde un peu la périménopause, bon, c'est une période qui est très longue chez la femme. C'est une période de transition qui, pour moi, peut durer n'importe quoi de 4 à 15 ans même. Puis souvent, ça va commencer dès le début de la trentaine. Puis je peux vous dire que de plus en plus, les troubles hormonaux, on les voit de plus en plus jeunes. L'endométriose, comme Annick mentionnait tantôt, c'est un débalancement hormonal, c'est une forte manque en progestérone. Donc, dès qu'on commence à avoir des débalancements au niveau des hormones, c'est là que la femme commence à avoir de plus en plus de symptômes. Tant et aussi longtemps que la femme a une très belle harmonie entre ses hormones, elle va super bien. Sauf que rapidement dans sa vie, dès le début de la trentaine, on voit déjà apparaître une diminution d'une hormone, des fois une ou l'autre, puis là, on perd l'harmonie entre les hormones et c'est cette disharmonie qui apporte autant de symptômes. Donc, la ménopause, selon nos livres, on parle d'absence de menstruation pendant 12 mois. C'est certain que moi, j'ai une définition un peu différente quand je traite mes patientes. Moi, je fais beaucoup de prises de sang, je fais pas juste ça à l'aveugle. Donc, je fais beaucoup de prises de sang. Puis souvent, on va voir les femmes en ménopause avant même que la menstruation arrive. Et puis la post-ménopause, ben, c'est tout le reste de notre vie, passé la ménopause, où les symptômes s'atténuent un peu, mais le faible taux d'estrogène et de progestérone expose la femme à énormément de problèmes de santé parce qu'il faut comprendre que les hormones, c'est ce qui ralentit notre vieillissement puis qui nous permet de vieillir en beauté. Donc, quand on regarde les symptômes de la périménopause, tantôt je vous ai dit, les hormones chez une femme, ça a 350 fonctions. Donc, je pourrais vous en passer des pages et des pages de symptômes de périménopause. On va aller avec ceux qu'on voit le plus commun. Puis, ce qui est triste, c'est que comme ce n'est pas enseigné énormément, c'est certain que plusieurs de ces symptômes-là vont tout simplement être attribués à des choses comme ah ben c'est normal, tu sais, elle est dans un temps de sa vie où est-ce qu'elle est stressée, les enfants, le travail. Puis souvent on va l'attribuer à plein de choses alors qu'effectivement c'est les symptômes de périménopause.
Au niveau menstruel, ce qu'on va voir, c'est des menstruations qui vont devenir de plus en plus irrégulières, soit des cycles qui sont plus courts, mais plus souvent qu'autrement, ce qu'on va voir, c'est des saignements nettement plus abondants. Puis, effectivement, avec le débalancement hormonal, on va voir aussi des menstruations qui sont très douloureuses. Donc, on va voir apparaître aussi la bouffée de chaleur. La bouffée de chaleur, c'est surtout par un débalancement au niveau de l'estrogène, mais il y a aussi dans la bouffée de chaleur, faut la différencier de ce que moi j'appelle la sudation nocturne. Donc, ces femmes qui ont hyper chaud la nuit, qui se réveillent puis doivent changer de pyjama tellement elles ont chaud. Puis, ou encore la transpiration excessive. Donc, juste monter les escaliers puis ils doivent quasiment changer tellement elles ont chaud. Ça, effectivement, c'est également causé par ces débalancements hormonaux. C'est sûr que tout débalancement hormonaux équivaut à prise de poids. Pourquoi? On va en parler tantôt. On le sait, cette résistance à l'insuline qui va venir s'installer va nous faire prendre du poids. On voit aussi une perte de masse musculaire, le muscle maigre surtout, une mauvaise qualité de sommeil, les gens ont de la difficulté à s'endormir, ou ils vont se réveiller fréquemment, ou ils vont se réveiller très tôt le matin. Ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas de sommeil profond ni réparateur. On va voir des changements d'appétit. Les gens qui ont tout le temps faim, qui ont tout le temps un craving pour le sucre, un craving pour le sel, qui n'avaient pas auparavant. Ça vient avec les changements hormonaux. La fatigue. La fatigue, c'est un gros symptôme. Le brouillard mental. Le brouillard mental aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la progestérone qui vient protéger nos neurones et toute cette histoire de brouillard mental, lorsqu'il y a un débalancement au niveau de nos hormones, ça va s'installer rapidement. Et ensuite, va venir avec les débalancements, les problèmes de mémoire. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai oublié ci, j'ai oublié tel rendez-vous. Puis, plus tard dans la vie, à mesure qu'on avance, il va pouvoir s'installer également des troubles cognitifs comme la démence et l'Alzheimer. Il y a également un gros trouble de changement d'humeur. Les SPM, messieurs, ça n'a pas de contrôle chez une femme. Donc, c'est vraiment hormonal, c'est incontrôlable. Puis la femme va le dire, c'est très difficile à vivre mois après mois, ces changements d'humeur qui vont arriver. Puis, dans les changements d'humeur, va apparaître aussi, mais c'est sur l'autre page, je répète mis un après l'autre, là, j'avais pas remarqué, il va y avoir beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'anxiété, beaucoup de symptômes dépressifs, de grande tristesse. On veut partir avec un billet d'avion sans jamais revenir. On est prêt à tout laisser à l'arrière de nous, puis à tous les mois, c'est à recommencer. Non, c'est fou, à tous les mois, c'est à recommencer. On va voir aussi apparaître des changements au niveau de la peau qui devient plus sèche, la peau qui démange, l'apparition d'eczéma, psoriasis, l'acné qui revient, l'acné rosacée. Donc, tous ces changements-là au niveau de la peau, ça survient effectivement avec les changements hormonaux, les cheveux qui deviennent plus fins, plus secs. Même l'odeur corporelle va changer par augmentation de la testostérone. On va voir une nette diminution de la libido. Moi, je suis certaine qu'il y a une île qui existe en quelque part avec la libido des femmes. Euh, Puis, les maux de tête. Les maux de tête, quelque chose qu'on voit excessivement fréquemment. Puis, effectivement, lorsqu'on perd cette progestérone dans la trentaine et qu'il y a cet écart qui vient s'installer, ça va déclencher facilement les maux de tête et aussi des troubles digestifs. Les troubles digestifs, tout notre système digestif, euh, est régi en grande partie par nos hormones. Donc, c'est certain que lorsque ces changements arrivent, il va y avoir un ralentissement au niveau du transit gastrique, ce qui va apporter plus de brûlement d'estomac, de reflux gastrique. On va voir également apparaître plus de ballonnement, de constipation chez les femmes. Ça, on va voir ça apparaître. Puis aussi, dans les autres symptômes, des symptômes de douleur articulaire, de raideur musculaire, comme si on était constamment grippé. Des changements au niveau des urines, les femmes qui vont se lever plus fréquemment la nuit pour aller uriner, plus d'incontinence, où on a toujours envie d'aller uriner, on devient qu'une vessie qui est hyperactive. Puis souvent, on va voir même une aggravation des symptômes allergiques. OK? Donc, un petit diagramme qui montre comment la ménopause affecte le corps. Donc là, vous pouvez voir, c'est une autre façon de le voir, autant côté dépression, anxiété, la grande sécheresse de peau, même la sécheresse des yeux, sécheresse de la bouche, la dysfonction sexuelle, prise de poids, les changements au niveau de peau et ongles qui sont sèches. Ah oui, on oublie, j'avais la perte osseuse. Pour vous dire que l'estrogène chez la femme,
c'est la seule hormone qui peut garder le calcium dans ses os. Vous pouvez prendre, mesdames, autant de calcium et de vitamine D que vous le voulez. Si vous n'avez pas cet estrogène pour garder votre calcium dans les os, c'est un peu comme une passoire. Ça rentre, mais ça ressort. Les poids de chaleur, les cheveux plus fins. Donc, un peu un diagramme. Et en un coup d'œil, on est capable de voir certains des symptômes que la femme en ménopause va vivre. C'est certain, comme je vous avais dit, l'insuline, c'est également une hormone. Puis, dans le grand réseau hormonal, il faut comprendre que c'est un réseau qui est très finement tissé. Donc, si on a un débalancement au niveau d'une hormone, ça peut apporter également un débalancement au niveau d'une autre hormone ou ça va mettre un stress sur une autre glande qui, elle aussi, va finir par se fatiguer, puis elle aussi va apporter son lot de symptômes. Donc, dans les symptômes de la résistance à l'insuline, parce qu'on sait qu'en partie chez la femme, l'insuline, elle est régie par ses estrogènes. Donc, dès qu'on voit ces estrogènes commencer à diminuer, on commence de plus en plus à voir cette résistance à l'insuline, un peu comme si l'insuline n'avait plus la personne pour lui dire, ben, va pousser le sucre dans la cellule. Donc, l'insuline est présente, mais ne sait pas nécessairement quoi faire. Donc, c'est sûr que cette résistance à l'insuline-là va donner, elle aussi, son lot de symptômes. On a parlé des envies de sucre, de salé, l'incapacité de perdre du poids, on a toujours faim, la psoriasis, l'acné d'adulte, les acrocordons, ça, c'est tout ce qu'on appelle là, les petites tétines de peau. Les cycles irréguliers, donc brouillard cérébral, l'anxiété. On a parlé un peu de tous ces symptômes-là, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette résistance à l'insuline-là, chez l'homme, bon, un déséquilibre hormonal chez l'homme va apporter effectivement l'andropause, avec son lot de symptômes, lui aussi, dysfonction érectile, la perte de force, la perte d'endurance, les seins d'hommes, tu sais, parce qu'habituellement, les hommes n'ont pas de seins, mais quand ils arrivent en andropause, on dirait qu'ils ont des seins, ce qu'on appelle les seins d'hommes. Il va y avoir aussi cette accumulation de gras autour de la taille, mais les hommes vont aussi présenter un syndrome dépressif, là, moins de motivation, ils deviennent plus tristes, plus facilement irritables. Le déséquilibre hormonal va être en contrepartie aussi responsable du syndrome des ovaires polykystiques chez la femme, tout comme l'endométriose, avec son lot de symptômes à eux aussi. Les déséquilibres hormonaux, la dominance en estrogène, quand on a plus d'estrogène chez la femme que de progestérone, ça donne des symptômes qui sont étrangement reliés avec l'hypothyroïdie. On va voir de plus en plus l'hypothyroïdie apparaître, qui va apporter du stockage des graisses. Puis après ça, l'insuline va augmenter, le cholestérol augmente aussi, les triglycérides, qui vient augmenter à son contrepartie l'hypertension. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un gros réseau qui est très finement tissé. Ce qu'on sait, c'est que les hommes, effectivement, ont plus de risques d'avoir une maladie métabolique que les femmes préménopausées du même âge. OK? Puis pourquoi? Parce que la femme, elle est protégée par ses hormones. Toutefois, cette protection-là, la femme la perd à mesure qu'elle avance en âge et après la ménopause. C'est certain que là, les risques commencent à redevenir égaux pour l'homme et la femme. Donc, les femmes postménopausées présentent une résistance à l'insuline qui va être accrue comparée aux femmes en préménopause. Donc, la ménopause est un facteur de risque qui est pour la résistance à l'insuline, et ça, quel que soit l'âge. Parce qu'il y a des femmes qui vont avoir des ménopauses précoces, on a des femmes qui vont être en ménopause à 40 ans. Bien, effectivement, à partir de 40 ans, on va augmenter le risque de résistance à l'insuline. Donc, les estrogènes, on a des impacts directs, puis des impacts à long terme. Donc, dans les impacts immédiats directs, on va le voir sur l'appareil reproducteur, donc l'infertilité, on va le voir sur les voies urinaires on en a parlé un peu tantôt, la cognition, ça a un rôle direct sur le cœur, les vaisseaux sanguins. Il faut comprendre que l'estrogène vient protéger une couche très importante à l'intérieur de tous nos vaisseaux sanguins qu'on appelle la couche endothéliale. Donc, cette couche endothéliale, moi, je la décris toujours comme étant une petite couche de petits poils qui permet de faire avancer toutes les cellules pour que rien ne se dépose dans nos vaisseaux sanguins. Donc, c'est certain que cette petite couche-là endothéliale, elle est nourrie par nos estrogènes. Donc, dès qu'on perd les estrogènes, c'est certain qu'on perd cette couche endothéliale et ça nous expose effectivement à la maladie cardiovasculaire.
Puis cette petite couche endothéliale, c'est elle qui garde le vaisseau sanguin très souple pour maintenir des tensions artérielles normales. Parce qu'elle produit aussi l'oxyde nitrique, cette couche endothéliale, qui permet de maintenir nos tensions artérielles normales. Donc, à mesure qu'on perd cette couche-là, le vaisseau devient plus rigide, moins de production d'oxyde nitrique, augmentation de tension artérielle, et puis du même coup, on s'expose à la maladie cardiovasculaire. C'est sûr qu'au niveau des seins, on voit un impact direct des estrogènes, la peau, les cheveux, toutes les muqueuses qui deviennent sèches, que ce soit les muqueuses de la bouche au niveau vaginal, les yeux vont devenir secs, le muscle pelvien qui va se relâcher. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'incontinence. Puis au niveau des os, j'en ai parlé là, que pour garder le calcium au niveau des os. À plus long terme, c'est certain que nos estrogènes, bon, il y a l'effet sur l'action de l'insuline qu'à long terme, on va voir apparaître, puis on augmente notre risque effectivement de résistance à l'insuline. On va changer notre profil de cholestérol et de triglycérides au niveau sanguin, puis pas pour le mieux, malheureusement. Et puis, effectivement, notre système de coagulation va également être modifié, puis notre sang va devenir, effectivement, on n'est plus à haut risque une fois qu'on est ménopausé sans estrogène à long terme, on est plus à haut risque de faire des caillots. Donc, c'est sûr que il y a également une augmentation. Il faut comprendre que l'estrogène, c'est aussi celle qui apporte la production de notre collagène. Donc, si on n'a pas d'estrogène, on a moins de production de collagène, notre peau va changer, mais aussi le collagène qui est hyper important au niveau de tous nos cartilages. Donc, tout ce qui est ostéoarthrite, ostéoarthrose, effectivement, c'est l'estrogène qui, à long terme, va nous protéger. Donc, ça a aussi à long terme un effet antioxydant, ça aide sur notre système immunitaire aussi. Donc, l'estrogène et la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est sûr que les estrogènes ont ce rôle de l'homéostase du glucose, donc de garder l'harmonie du glucose. Ça vient aider dans le métabolisme des lipides, puis aussi dans la distribution des tissus graisseux. Donc, une déficience en estrogène chez une femme qui arrive en péri et en ménopause voit une diminution de la sensibilité à l'insuline et une augmentation à ce moment-là du syndrome métabolique. Donc, si on regarde sur chacun des organes, c'est certain que les effets protecteurs des estrogènes, si on y va vite fait sur chacun des organes, on peut voir que sur le pancréas, c'est certain que l'estrogène va améliorer notre sécrétion d'insuline qui va être stimulée par le sucre qui arrive en circulation. Au niveau du foie, mais ça va aider à mieux gérer le sucre. Donc, améliore aussi la réponse hépatique à notre insuline. Puis, ça va aussi, l'estrogène, réduire cette dégradation hépatique de l'insuline parce qu'on en a besoin et on veut faire rentrer le sucre dans nos cellules. Puis, au niveau des tissus adipeux, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline de nos cellules graisseuses, nos adipocytes, puis réduire le stress oxydatif des adipocytes également. Donc, au niveau des muscles squelettiques, au niveau des muscles, on va voir avec l'effet des estrogènes une amélioration de l'absorption du glucose stimulée par l'insuline. Donc, on va garder plus de nos muscles en action, puis on va perdre moins de muscles en ayant plus d'estrogène qu'en ayant moins. Au niveau cardiaque, j'en ai parlé un peu, ça réduit effectivement la cardiomyopathie induite par cette résistance à l'insuline. Puis le fait qu'on a plus d'estrogène, c'est sûr qu'on va améliorer la fonction cardiaque aussi. L'endothélium, c'est cette couche-là tantôt que je vous parlais. Donc, cette couche de l'endothélium qui améliore la production d'oxyde nitrique qui est responsable dans le maintien d'une tension artérielle normale et également par vasodilatation de nos vaisseaux, donc de les rendre plus souples et les garder ouverts. Donc, la résistance à l'insuline et les carences en estrogène, c'est certain que cette résistance à l'insuline va apporter, le corps, lui, va se dire, OK, ben, j'ai du sucre en circulation, puis je ne sens pas avoir d'insuline pour m'aider à le rentrer dans les cellules. Donc là, il va produire de plus en plus d'insuline, donc ça va apporter cet effet d'hyperinsulinémie. Puis cette hyperinsulinémie va augmenter les androgènes au détriment de nos estrogènes. Un androgène, c'est un peu une hormone plus masculine. Donc, ce qu'on va souvent voir apparaître, ce sont les poils. Donc, les femmes vont commencer à avoir de plus en plus de poils.
Donc, euh, donc, des faibles taux modérés sévères d'estrogène. Donc, on voit de plus en plus des états accrus de résistance à l'insuline, autant chez les femmes que chez les hommes. Il faut comprendre que l'homme en a de l'estrogène, tout comme la femme, puis l'homme a un peu de progestérone, tout comme la femme, mais en quantité beaucoup moindre. Lui, c'est sûr que l'homme va avoir une quantité beaucoup plus élevée de testostérone, puis sa testostérone, elle a un rôle quasiment identique à notre, ben pas identique, mais tu sais, elle est aussi importante pour l'homme que notre estrogène est à la femme. Donc, parce que nous aussi, les femmes, on a un peu de testostérone, mais en quantité beaucoup moindre. Donc, si on regarde les prévalences des syndromes métaboliques chez la femme avant la ménopause, on voit qu'on a environ 15 à 20 des femmes de moins de 50 ans qui vont avoir un syndrome métabolique. Puis, la résistance à l'insuline est également moins fréquente. Ce qui vient effectivement prouver que les estrogènes offrent cette protection via une meilleure sensibilité à l'insuline, puis aussi une meilleure répartition des graisses. Parce que quand il y a une résistance à l'insuline puis que le sucre reste en circulation, souvent le corps va l'apporter effectivement en gras viscéral au niveau de l'abdomen, là où nous, les femmes, on n'aime pas nécessairement l'avoir. On voit aussi la prévalence de risque de diabète de type 2 augmente aussi avec l'âge. Puis avant la ménopause, la prévalence est quand même relativement faible avant la ménopause. Puis on voit aussi chez la femme, avant la ménopause, la distribution de gras va être surtout au niveau des cuisses et des fesses plus qu'au niveau de l'abdomen et au niveau viscéral. Donc, en préménopause. Qu'est-ce qui arrive une fois qu'on arrive en post-ménopause? C'est certain qu'on voit l'augmentation du risque de syndrome métabolique augmenter de 30 à 60. C'est quand même beaucoup, là. On double nos risques. On double, même plus, un peu plus que doubler nos risques parce qu'on parle de 15 à 20. Là, on est rendu 30 à 60 chez les femmes en post-ménopause. Puis encore une fois, ça va varier selon notre ethnicité, nos modes de vie. Ce qui est de la résistance à l'insuline, on voit aussi une forte augmentation liée à la baisse de nos estrogènes et à cette prise effectivement de graisse centrale. La graisse viscérale, effectivement, va augmenter, même sans prise de poids. Puis tout ce gras viscéral-là augmente beaucoup notre risque cardio-métabolique. Diabète de type 2 va être augmenté aussi, ça double chez les femmes après la ménopause. Puis on voit aussi les troubles de dyslipidémie, où est-ce qu'on voit une augmentation du mauvais cholestérol, une diminution du bon cholestérol, le HDL, c'est le bon, le LDL, c'est le mauvais. On voit une augmentation aussi des triglycérides après la ménopause. Donc, on voit aussi, comme je vous avais dit, une forte augmentation de la prévalence affectant plus de 50 des femmes d'hypertension chez les femmes de 60 ans et plus. Ces femmes qui ont toujours eu des tensions artérielles normales même vont nous dire, ben moi, je comprends pas, ma tension artérielle a toujours été basse, puis là, on arrive à l'âge de 60 ans, pouf, la tension artérielle se met à augmenter. Tout ça a des conséquences cliniques qu'on voit à cause de cette prévalence qui est toujours croissante en postménopause, le diabète de type 2. On va voir une augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, qu'on parle des maladies cardiaques ou encore des AVC. On va voir même un risque accru de cancer. Puis la morbidité, la mortalité est nettement accrue. Donc, les facteurs de risque pour les maladies métaboliques, il y a des choses qu'on peut changer, puis il y a des choses qu'on ne peut pas changer là-dedans. Le vieillissement, bon, on ne peut pas nécessairement changer qu'on avance en âge. Notre ethnicité, on ne peut pas la changer, ou notre prédisposition génétique, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Toutefois, il y a des facteurs de risque pour les maladies métaboliques, comme un mode de vie sédentaire, ça peut être changé, une mauvaise alimentation, le stress, ou encore, ce qu'on oublie souvent, c'est un bon sommeil. Le sommeil est hyper important. On l'oublie fréquemment, mais il n'y a rien de plus important qu'un sommeil parce que c'est durant notre sommeil que notre corps se répare. OK? Donc, des choses, stratégies pour la prise en charge. Donc,
On peut effectivement intervenir sur, comme je vous ai dit, on ne peut pas intervenir sur le fait qu'on vieillit, mais puis on ne peut pas intervenir sur nos prédispositions génétiques ou encore notre ethnicité. Toutefois, il y a des choses comme l'alimentation qu'on peut effectivement apporter un changement en adoptant une alimentation avec une faible index glycémique ou faible en glucides, riche en protéines et riche en bonnes graisses, mais surtout riche en fibres. OK? Les exercices. Plus vous allez faire d'exercices, effectivement, plus vous allez diminuer les conséquences de cette résistance à l'insuline. Puis les exercices, c'est pas de vous époumoner à faire des 45 minutes là, d'aérobie. Vraiment, ce qui est vraiment bien prouvé, c'est des exercices contre résistance. Et non pas juste de pousser contre résistance, mais de revenir aussi et de maintenir la charge. Il y a des gens qui vont faire des programmes d'exercice contre résistance de 15 à 20 minutes et c'est tout ce qu'il faut. Il faut soulever, il faut bouger, puis tout ça, ça va aider énormément. Donc, un protocole de jeûne, très bien démontré aussi. Les fibres, très bien démontré que ça aide. Donc, ça, c'est simple. Il faut juste une petite volonté pour le faire. Puis, effectivement, ça aide à prévenir énormément de problèmes de santé à long terme. Donc, effectivement, il y a des traitements médicaux qui peuvent être utilisés, des traitements ciblés, des traitements pour le diabète, pour la tension artérielle, pour l'ostéoarthrite, bon, on peut les nommer toutes, l'hypothyroïdie, il y en a plein de traitements. Puis, effectivement, il y a les traitements hormonaux substitutifs, puis qui, pour moi, se doit d'être analysé, individualisé, dans lequel là, mes collègues, c'est sûr qu'on n'a pas tous cette même formation-là, mais pour moi, il faut être capable pour qu'une hormonothérapie soit bien faite. Il faut effectivement faire des prises de sang, faire des dosages des hormones, de les maintenir dans des niveaux qui sont efficaces et effectivement sécuritaires, tout en gardant le belle harmonie, comme je parle depuis tantôt, entre vos deux hormones. Si on fait ça, l'hormonothérapie de substitution, effectivement, a de très bons résultats. Donc, traitement hormonal substitutif, de substitution, ses bénéfices, ben, c'est sûr que notre sensibilité à l'insuline va être améliorée. Ça va améliorer aussi notre profil lipidique. Ça va ralentir notre vieillissement aussi. Les gens ont nettement moins de symptômes en ayant un traitement hormonal substitutif. L'énergie augmente, il y a moins de troubles de digestion, il y a moins de fatigue, il y a moins de troubles de l'humeur, il y a moins de douleurs. Et j'en passe, la liste de symptômes était là tantôt. C'est certain qu'avec le traitement hormonal, on voit une nette amélioration de ces symptômes. Donc, ça diminue. C'est sûr que dans les risques, encore, on va parler considération cardiovasculaire et risque de cancer du sein. Je suis obligée de le mentionner. Donc, dans le résumé et les points clés à retenir, la périménopause est une fenêtre critique pour la santé métabolique. Et c'est certain que le déclin hormonal va affecter fortement la sensibilité à l'insuline. Plus on va intervenir de façon précoce, ça va réduire le risque cardio-métabolique à long terme. Il faut agir sur les piliers qu'on a vus tantôt. L'alimentation, l'exercice, le sommeil, diminuer le stress. OK? Donc, plus on travaille là-dessus, plus ça aide aussi à diminuer notre risque cardio-métabolique. Donc, un soin holistique, personnalisé, effectivement, c'est essentiel. Et je pense que si on a quelque chose à retenir, donc la périménopause, c'est bien plus qu'une baisse d'hormones sexuelles et reproductives et de la fertilité. Il y a énormément de symptômes associés à cette périménopause-là. Puis, je crois qu'il est urgent de prêter attention à la détérioration de la santé métabolique liée à la baisse de la sensibilité à l'insuline. Donner aux femmes les outils pour rester en bonne santé à long terme et profiter pleinement du vieillissement. Donc, vieillir, mais vieillir en santé. Comprenez? Donc, je vous remercie énormément. Donc, puis si vous avez des questions tantôt, ça me fera plaisir de vous répondre.